bonjour à tous. Donc, comme c'est la tradition, l'université d'automne annuelle est l'occasion de faire un point général sur un certain nombre de sujets. Et cette année, il y a plusieurs points très importants, à la fois dans l'actualité internationale, mais également sur le plan économique et financier, toujours à l'échelle internationale, et bien sûr à l'échelle de l'Union européenne, avec des péripéties multiples, et à l'échelle française, bien entendu. Alors, quelques mots d'introduction, d'abord sur la situation internationale. Nous sommes dans une période qui est extrêmement dangereuse et qui a été, disons, théorisée entre guillemets par Donald Trump, le nouveau président américain, dans son intervention à la tribune de l'ONU le 19 septembre dernier. Cet aspect n'est pas souligné suffisamment par les pouvoirs publics, bien entendu, mais par l'ensemble des forces politiques. Bien sûr, il y a des quolibets permanents et justifiés à l'égard de Donald Trump, mais le fond de sa politique, celle qu'il a annoncée à la tribune de l'ONU, c'était la première fois qu'il y avait une intervention qui regroupe, en quelque sorte, qui fasse état, disons, de sa doctrine géopolitique, c'est ce qu'il a dit à l'ONU le 19 septembre dernier. On a déjà sorti un texte là-dessus, mais je veux y revenir quelques minutes, parce que depuis jamais les tensions internationales n'avaient été aussi fortes que récemment, depuis de nombreuses années. Et Bush, d'ailleurs, Trump, contrairement à ce qu'il avait annoncé dans sa campagne électorale, n'a pas du tout retiré la présence américaine des théâtres d'opérations extérieures. Il avait fait cet engagement, notamment vis-à-vis de l'OTAN. En réalité, c'est l'inverse. On assiste d'abord à... il bafoue complètement ses engagements de campagne, et il est pire que Bush Junior. Bush Junior, vous savez, c'est lui qui avait développé cette théorie après les attentats du 11 septembre 2001. C'est lui qui avait dénoncé, qui avait élaboré la doctrine de l'axe du mal. L'axe du mal, c'était une série de pays qui avaient été nommément désignés, la Corée du Nord, l'Irak et l'Iran. C'était les trois pays principaux faisant partie de l'axe du mal. Et selon cette doctrine, les États-Unis s'autorisaient à des frappes préventives. C'est-à-dire une inversion du droit de la guerre, en quelque sorte. Il y a bien dans le droit de la guerre le droit de suite, mais le droit de suite, c'est après. Là, c'est avant, des frappes préventives. Les frappes préventives, c'est finalement la capacité que se donnent les États-Unis de désigner ce qui est bien et ce qui est mal. Et en quelque sorte, une haute autorité morale, bien entendu, qui permet de justifier toutes les interventions dans des États souverains. Et on a vu les manipulations concernant l'Irak, qui ont, autour des armes de destruction massive, qui était un mensonge, reconnu d'ailleurs par le secrétaire d'État américain Colin Powell, quelque temps après. Mais aujourd'hui, on assiste à une aggravation de cette doctrine, parce que les États-Unis, donc, selon leur humeur, si les États, tel ou tel État, ne se conforment pas aux exigences américaines, ils seront soit bombardés, soit envahis, soit leurs dirigeants assassinés. Alors, il y a d'abord le dossier de la Corée du Nord. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a eu un texte là-dessus, mais simplement pour souligner que c'est à cause des États-Unis que la Corée du Nord a bâti son armement nucléaire.
c'est parce que ce pays-là, comme d'autres, a compris que des pays comme l'Irak, comme la Syrie, comme l'Afghanistan et comme la Libye surtout, puisque la Libye est un cas particulier. La Libye, le colonel Kadhafi avait engagé un programme nucléaire, civil, hein, mais ça a été, il était sur le point de passer à l'armement nucléaire. Il a décidé d'y renoncer sous la pression des Occidentaux, sous de vagues promesses qui n'ont pas été tenues, puisqu'il a été, le pays a été bombardé et Kadhafi assassiné. Donc, la leçon que tirent les Iraniens et les Coréens du Nord et certainement d'autres pays, c'est que pour assurer sa sécurité, il fallait la bombe atomique. Non seulement la bombe atomique, mais des vecteurs, c'est-à-dire des missiles balistiques en particulier. Bon, donc voilà la situation en Corée du Nord qui peut déboucher sur un échange nucléaire. La situation est extrêmement tendue. A été de but en blanc, de bout en bout, de la responsabilité des États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose... Alors la Corée du Nord, c'est un dossier particulier parce que, évidemment, les personnages, les dirigeants coréens du Nord sont un peu caricaturaux. C'est vrai quand on voit Kim Jong-un à la télé, bon, c'est vrai que ça fait un peu caricatural. Mais il faut dépasser ces aspects finalement superficiels pour faire de la politique et avoir une analyse géopolitique qui n'est pas facile à faire passer tellement la pression est forte sur la Corée du Nord. Et puis sur l'Iran, maintenant, l'Iran c'est un deuxième dossier qui est extrêmement sensible parce que l'accord qui a été signé en 2015 entre les membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne et l'Iran concernant l'acceptation par l'Iran de construire du nucléaire civil en échange de l'abandon du nucléaire militaire et en acceptant des contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique, cet accord est respecté. Tous les membres du Conseil de sécurité le reconnaissent, l'agence le reconnaît elle-même, sauf Trump. Vous avez suivi Trump, mais en fait, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est des questions géopolitiques beaucoup plus vastes. Dans la région, les deux alliés de Trump sont Israël, qui a la bombe atomique, et l'Arabie Saoudite, qui est en train de se doter de l'armement nucléaire et qui vient de mettre encore 1 milliard d'euros dans des vecteurs, dans des missiles balistiques. L'Arabie Saoudite est le gendarme américain régional. Il y a un accord qui date de 1945 qui protège le clan Saoud en échange de l'accès des Américains au pétrole et mission pour l'Arabie Saoudite de faire le gendarme dans la région. La montée en puissance de l'Iran contrarie cet objectif et l'Iran a joué un rôle décisif dans la lutte contre Daesh pour empêcher en même temps la chute du régime de Bachar, qui sont alliés. Ils sont alliés, et ils sont alliés pour de bonnes raisons. Ils sont alliés parce que la Syrie est le seul pays qui avait soutenu l'Iran pendant la guerre Iran-Irak. Et donc c'est une forme de renvoi d'ascenseur, mais au-delà du geste, c'est évidemment des questions géopolitiques. Donc dans la région, pour résumer, il y a cet nouvel équilibre qui s'est créé par la montée en puissance de l'Iran, qui n'est pas supportable par les Américains. Les Américains veulent laisser le terrain libre à Israël et à l'Arabie Saoudite. Donc cette affaire-là est extrêmement inquiétante. Et la politique de l'Union européenne et de Macron est une politique favorable à Israël, favorable à l'Arabie Saoudite, qui multiplie finalement, qui est d'accord sur la ligne Trump. Alors, ça veut dire quoi? Évidemment, nous, ce n'est pas notre tasse de thé, le régime des barbus.
des ayatollahs, ce n'est pas du tout notre modèle de société. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le rôle que ça joue et l'équilibre que permet de maintenir la montée en puissance de l'Iran dans la région. Donc ce n'est pas l'intérêt des peuples de la région, ni du peuple français, de voir l'affaiblissement de l'Iran et le remplacement de l'Iran par l'Arabie saoudite, la domination de l'Arabie saoudite et d'Israël. Bon, voilà, ça c'est des sujets politiques très très pointus qui qui nous démarquent, parce que tous les autres à gauche, par exemple, ils sont lamentables. Ils s'alignent, soit ils sont muets, soit ils s'alignent de façon hypocrite et non documentée sur les thèses de Trump ou de l'Union européenne. Alors sur le plan international, encore deux, trois petites choses, parce que Trump n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Concernant le Venezuela, vous avez suivi, on a été, nous, enthousiastes vis-à-vis du Venezuela, peut-être un petit peu à tort, parce que finalement, mais on avait été un certain nombre à l'observer déjà dès le démarrage du processus Chavez, c'est qu'il y avait beaucoup de romantisme révolutionnaire dans cette affaire-là. La révolution bolivarienne n'avait pas de contenu révolutionnaire, en fait. C'est un processus social-démocrate qui s'est mis en place en Amérique latine. Et quand on a dit le renouveau des gauches en Amérique latine, pendant toute une période, c'était un trompe-l'œil, parce qu'aujourd'hui on a la vérité des prix. Les grandes questions structurelles, les grandes questions stratégiques n'ont jamais été tranchées convenablement. On l'a vu au Brésil, mais le Brésil, on l'avait vu ça tout de suite, très vite. Ça a été plus difficile, plus lent pour le Venezuela, mais l'économie est restée à 80% aux mains des classes dominantes. Tout le système bancaire est resté comme tel. La banque centrale du Venezuela n'a pas été touchée. Bref, le Venezuela a eu une politique paresseuse qui consistait à profiter du prix du pétrole pour faire des politiques sociales réelles, politiques sociales dans le domaine de la santé, de l'éducation, du logement, redistribution des terres un petit peu, ça c'est vrai, mais c'était possible quand il y avait un prix du pétrole qui constituait une rente. Quand le prix du pétrole a baissé, terminé. Et là, on a eu la vérité des prix, si je puis dire, puisque l'inflation organisée par les classes dirigeantes a étranglé la population et ils ont été incapables de réagir. Ça n'est pas une raison qui autorise les Américains à venir faire le ménage comme ils l'ont menacé. Il y a eu des menaces très graves proférées contre le Venezuela à la tribune de l'ONU. Donc il faut rester vigilant, mais peut-être que nous avons eu tort. Ça, c'est notre tropisme ancien altermondialiste. Nous avons cru à tout ce qui était fait autour de Chavez, en se laissant impressionner par le verbiage révolutionnaire, sans regarder le fond des choses. Bon, la vérité arrive aujourd'hui, c'est un encouragement, parce qu'on voit bien qu'il y a des apprentis Chavez, et je pense à M. Mélenchon en particulier, c'est la même eau, c'est-à-dire c'est de l'embellissement littéraire, mais sur le fond, il n'y a pas les mesures permettant de changer quoi que ce soit. Et puis Cuba, encore Cuba, il y avait eu une petite ouverture avec Obama, des ouvertures d'ambassade, et là on voit que ça resserre. Trump est en train de resserrer les boulons pour renforcer même l'embargo. Donc voilà, des sujets sur lesquels, des sujets d'inquiétude sur lesquels il faut intervenir, il faut s'exprimer et prendre des positions, ce qui a été fait en partie sur tel ou tel dossier, mais ça veut dire que dans chaque département, les camarades, ils doivent faire de la politique et ils doivent s'exprimer sur ces sujets-là. Et puis, sur le plan international, il y a encore quelque chose de très important, c'est la défaite militaire de Daesh. Parce que la défaite militaire de Daesh, elle est acquise. Elle était acquise depuis le début, d'ailleurs. Qui pouvait douter un seul instant que cette aventure allait se finir par une victoire militaire de Daesh? Bien sûr,
ça n'était pas possible. Bon, les choses ont été lentes parce que les Occidentaux ont joué la carte Daesh contre le gouvernement Bachar el-Assad. On le sait bien, il y a encore des révélations qui ont été faites là, cette semaine, où un ministre qatari reconnaît que les Américains lui ont demandé de financer Daesh contre le gouvernement Bachar. Bachar, c'est comme les barbus. C'est pas notre tasse de thé, Bachar el-Assad. C'est un dictateur, un assassin. Oui, ça ne fait aucun doute. Mais c'est un gouvernement souverain. Un gouvernement souverain. Alors, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc, dans l'affaire de la défaite de Daesh militaire, aujourd'hui, la question du terrorisme islamique, ça n'est pas n'importe quel terrorisme. Il faut nommer ce terrorisme-là. Ce que refusent de faire toute une série de gens en France, notamment la gauche de gauche encore, c'est-à-dire qu'on les accable, mais ils méritent cette critique. Et donc, la question de la victoire, la défaite militaire de Daesh, fait que Daesh devient maintenant un problème occidental. C'est-à-dire qu'il y a le retour des djihadistes, français, d'autres pays, mais il y a le terreau national, y compris jusqu'en Australie. Enfin, c'est un phénomène universel qui va nous pourrir la vie encore pendant très longtemps. Et là, il y a matière à travailler. Il ne faut pas sous-estimer cette question-là, qui est liée à la religion. On ne peut pas ne pas faire le lien avec l'islam, ça n'est pas possible. C'est bien au nom de l'islam que les terroristes agissent. C'est pas pour le plaisir. Et puis deuxièmement, il y a par exemple, c'est inspiré par le wahhabisme, salafisme. Il va bien falloir qu'on engage le fer sur ces questions pour interdire les mosquées salafistes, les écoles coraniques qui s'inspirent de cette doctrine, qui génèrent le terrorisme, qui est le terreau intellectuel qui favorise le terrorisme. Bref, on a beaucoup de choses à faire, et lié à ça, c'est l'immigration. On ne peut pas évidemment expliquer que c'est à cause de l'immigration qu'il y a le terrorisme, bien entendu, mais dans l'esprit public, et ce que font des partis comme le Front National, et ce que va faire les Républicains avec Wauquiez, dont on va parler, c'est de taper là-dessus. Ils vont taper, ils ont commencé. Donc il faut qu'il y ait une réponse. La gauche est totalement explosée sur ces questions-là. Il ne faut pas compter sur elle, d'ailleurs, sur ce sujet comme sur tous les autres. Alors, voilà un enjeu sur Daesh qui est très important parce que ça va continuer. Vous voyez, cette semaine, c'est New York. Bon, ça va continuer, et il faut se préparer sur le plan intellectuel, sur le plan politique, pour proposer des analyses et des propositions. Alors, petite conclusion sur le plan international. Trump a été assez discret concernant la Chine et la Russie lors de son intervention à la tribune de l'ONU, mais il n'en pense pas moins. D'ailleurs, sur les différents dossiers coréens, iraniens, la Syrie, il a bien montré que derrière les pays qu'il citait, il y avait bien la Chine et la Russie. Et donc l'adversaire principal des États-Unis, ça reste la Chine et la Russie. D'ailleurs, sur le dossier nord-coréen, on voit bien que c'est la Chine. La Chine a une grande frontière avec la Corée du Nord. Il est clair que si les Américains arrivaient à remettre pied en Corée du Nord, ils auraient des troupes quasiment en Chine, à côté.
Pour l'Iran, c'est la Russie, c'est pareil, la Russie est à portée de canon. Alors, tout ça pourrait laisser croire que les États-Unis redeviennent dominants, qu'on retombe dans un monde unipolaire, mais c'est l'inverse. C'est précisément parce que nous ne sommes plus dans un monde unipolaire qui n'a pas duré très longtemps après la chute du mur en 89. Nous sommes dans un monde multipolaire. Et c'est cette situation qui est insupportable pour les États-Unis. Et leur attitude est une attitude de fuite en avant, finalement, est une attitude défensive, d'animal blessé, qui est d'autant plus dangereuse, parce qu'ils n'ont plus, disons, le côté un peu tranquille d'une domination dont on est sûr. Ils ne sont plus sûrs d'eux, et c'est la situation certainement la plus dangereuse. Alors, un petit mot quand même sur la situation économique et financière mondiale. Parce que là, il y a des choses qu'on ne dit pas aux Français, qu'on ne lit pas dans la presse. Et c'est principalement deux choses. Première chose, sur le plan économique, et une deuxième chose sur le plan financier. Sur le plan économique, on entend des commentaires dithyrambiques sur le retour de la croissance économique à l'échelle internationale, à l'échelle de l'euro, à l'échelle de la France. Ça n'arrête pas, hein, avec des chiffres d'ailleurs extrêmement manipulés, mais l'économie progresse, c'est vrai, à l'échelle mondiale, faiblement, mais elle est le taux de croissance du PIB est situé à 3,6% en 2007, et il est prévu d'être à 2017, pardon, et il est prévu à 3,7 en 2018. C'est un résultat qui est intéressant. Je passe sur le débat habituel sur la pertinence du PIB, etc. Il n'empêche que c'est le PIB qui crée l'emploi, hein, et c'est ça pour l'instant qui nous intéresse. À défaut d'avoir un indicateur là qui permette de dire des choses plus intéressantes. La zone euro dans cette affaire-là, la zone euro, comme d'habitude, elle est loin derrière, à 2,1% en 2017, ça va baisser à 1,9% en 2018. La France, elle est à 1,6%, c'est-à-dire c'est moitié moins que la croissance mondiale, moins que la zone euro. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chômage aux États-Unis va un petit peu baisser, mais qu'il ne va pas baisser du tout dans la zone euro et dans un pays comme la France. Ça ne peut pas baisser. Ça, il faut le savoir, il faut expliquer ça aux gens. Parce qu'il y a des tas de gens qui croient que les promesses de Macron vont donner des résultats, etc. Mais pas du tout. Les prévisions qui sont faites, concordantes par l'Institut statistique de l'Union européenne, l'OCDE, le FMI, l'INSEE, tout ça converge. Donc, c'est pas ça le problème de l'économie mondiale. Le problème, c'est l'absence d'inflation. Alors, ça peut paraître technique, abstrait, compliqué, tout ce qu'on veut, c'est essentiel. C'est une question essentielle. Et je veux là donner quelques éléments de compréhension. Il faudra qu'on s'exprime sur le sujet. J'ai pris comme exemple le Monde daté d'hier. Le Monde daté d'hier, vous avez un article là. Au Japon, le plein emploi ne fait pas grimper les salaires, c'est-à-dire l'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, le néolibéralisme a considéré qu'il fallait limiter l'emploi
bloquer l'emploi, empêcher la création d'emplois pour éviter l'inflation. Parce que l'inflation, dans le système néolibéral, est l'ennemi principal du capital. S'il y a de l'inflation et que vous avez un capital, l'inflation ronge votre capital. Inversement, l'inflation, quand elle est accompagnée de l'échelle mobile des salaires et des prix, est un système extrêmement favorable aux salariés. C'est dans les années 60 et 70, quand il y avait de l'inflation et l'échelle mobile des salaires et des prix, que des millions de ménages modestes sont devenus propriétaires de leur logement. Or, et donc, il fallait, pour préserver la rentabilité du capital, il fallait mettre en place un système qui bloque l'inflation. Ils ont inventé des systèmes, notamment le NERU, qui est un acronyme américain qui veut dire le taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation. Allez sur Internet, faites NAIRU, vous verrez ce que ça veut dire. Ça veut dire que le chômage est une construction politique, et depuis des années, ils ne veulent pas que le chômage baisse trop, parce que si le chômage baissait trop, il y aurait de l'inflation. C'est ce que dit cet article. Au Japon, le chômage, il est descendu au Japon à 2,8%. 2,8% de chômage au Japon. Ils appellent ça le plein emploi. Non, c'est pas encore le plein emploi. Mais normalement, dans la théorie néolibérale, quand le chômage est aussi faible, l'inflation devrait remonter. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de chômage, comment font les employeurs pour recruter du personnel? Ils ne peuvent pas recruter des chômeurs, il n'y en a plus beaucoup. Et donc pour recruter du personnel, ils sont obligés de débaucher des gens qui sont déjà en poste. Mais pour que ces gens acceptent de quitter leur emploi pour un autre, il faut qu'ils y trouvent leur avantage. Un meilleur salaire, 2 arrêts de bus de chez soi, meilleur intérêt du travail, bref, c'est ce qu'on appelle l'ascenseur social. Autrement dit, mécaniquement, le plein emploi pousse à la hausse non seulement des salaires, mais du statut salarial. C'est pour cela que, politiquement, au tournant des années 70, les classes dominantes ont décidé d'organiser le chômage pour rediscipliner le monde du travail. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne bouge pas d'un poil depuis 30 ans. Les gens n'arrivent pas à percuter ça. Ça leur paraît trop gros. Ils ne croient pas que les classes dominantes soient aussi méchantes que ça, aussi cyniques que cela. Mais pas du tout. Tout ça, c'est théorisé par les classes dominantes. Ils appellent ça refroidissement. Aujourd'hui, le lien entre emploi, montée de l'emploi et montée des salaires est cassé. Ça ne marche plus comme ils croyaient que ça marchait, que ça allait marcher éternellement. Et ils ne savent pas comment expliquer cette situation. C'est très embêtant, cette affaire-là, parce que ça provoque la déflation. La déflation, c'est l'inverse de l'inflation. C'est-à-dire que les prix baissent. Les prix baissent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la consommation baisse, ça veut dire que les salaires baissent, ça veut dire que les ressources fiscales baissent, ça veut dire que la production baisse, ça veut dire que les profits baissent. Ils ne veulent pas de la déflation. Attention, parce que ça touche les profits. C'est pour ça que le Premier ministre japonais, là, il appelle les employeurs à augmenter les salaires de 3%. On attend M. Macron pour faire de telles annonces. Alors, donc voilà un sujet qui peut paraître un peu technique, un peu compliqué, mais qui est essentiel, parce que c'est de la politique. Ça, c'est de la politique. Il faut donc politiser la question, les questions après. Il y aura débat après. Et donc, il faut
qu'on s'explique, qu'on fasse comprendre au public ces mécanismes et comment les banques centrales gèrent ce genre de situation. Bon, sur le plan financier maintenant. Alors, ça c'était sur le plan économique, mais sur le plan financier, nous sommes au bord d'une crise financière, d'une nouvelle crise financière. On peut voir dans la presse, ici et là, quelques articles, des inquiétudes, etc. Mais disons, dans les revues plus spécialisées, il y a un certain nombre de gens, des économistes, des professionnels, qui s'alertent. Je veux dire un mot là-dessus. Parce que, là encore, les choses sont prises à la légère par les pouvoirs publics. Rien n'est fait pour se prémunir de ce qui va arriver. Quel est le problème? Le problème, c'est que 30 ans après le krach boursier du 19 octobre 1987, hein, le dernier grand krach boursier, il y a eu la crise des subprimes en 2017, mais c'était 2007-2008. On est aujourd'hui en... L'indice Dow Jones avait baissé de 22% en une seule journée. 18 octobre, aujourd'hui, 30 ans après, quelle est la situation des marchés financiers? Le même indice boursier, Dow Jones, a battu un record historique, 23 000 points, peu importe, mais il bat un record historique. Et quand, dans l'histoire des marchés financiers américains, on observe que les valorisations boursières connaissent des sommets, c'est 1929 avec la Grande Dépression, la grande crise américaine, et c'est en 2000 quand la bulle Internet qui était gonflée à son maximum. Il faut bien comprendre que lorsque les prix des actifs financiers sur les marchés, les actions principalement, augmentent, ça s'appelle une bulle. Alors, dans les médias, on nous explique c'est super, le matin on lui dit le CAC 40 a encore monté, bravo, etc. Mais c'est une situation artificielle. Parce qu'une bulle, ça finit toujours de la même manière. Une bulle, elle explose à un moment ou à un autre. Et lorsque la bulle explose, c'est la crise financière. Crise financière qui ensuite déborde sur l'activité économique réelle. Alors, on est dans une situation extravagante. Par exemple, d'où vient cette envolée des marchés financiers américains dans un premier temps? Elle vient surtout de ce qu'on appelle les GAFAM. Les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, les GAFAM. Et si on prend la seule entreprise Google, Apple, elle a une capitalisation boursière de 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars, c'est un tiers du PIB de la France. Du PIB, pas du budget, hein, du PIB de la France. C'est hallucinant. C'est une situation anormale. Parce que ça ne correspond pas, c'est de l'inflation en fait. Parce que l'inflation, elle a différentes formes. L'inflation du prix des actifs financiers, ça, elle n'est pas combattue par le système. Elle est encouragée, mais elle génère des bulles. Le CAC 40, alors c'est pas qu'aux États-Unis, le CAC 40 en France, il connaît une progression plus modeste, mais qui est importante quand même, un rythme de 18% par an. Ça veut dire quoi quand les actions augmentent de 18% par an? Ça veut dire que les bénéfices, c'est pas tout à fait juste, mais c'est quand même, on peut faire pédagogiquement cette comparaison, ça veut dire que les profits vont augmenter d'autant, grosso modo. Est-ce que les salaires ont augmenté de 18%? Est-ce que les revenus salariaux?
les revenus de transfert. Pas du tout. Donc on voit bien là pour qui roule le système. Alors, quelles sont les causes de cette exubérance des marchés financiers? Ce n'est pas les perspectives d'une meilleure croissance économique, bien entendu. Ce n'est pas les explications qui sont données aux États-Unis, selon lesquelles les promesses fiscales de Bush, de Trump, qui promet de faire baisser l'impôt sur les sociétés de 35% à 20%, par exemple, de diminuer le taux de prélèvement sur les hauts revenus, ça donc a encouragé les gens à placer de l'argent en actions parce qu'ils vont bénéficier là de gains supplémentaires. Et puis il y a d'autres aspects. Non, la bulle vient des banques centrales. Elle vient des banques centrales. C'est ça qu'il faut comprendre. Les banques centrales, pour combattre la crise de 2007-2008, ont ce qu'on appelle, dans le langage journalistique, injecté des liquidités dans le système. Ça veut dire qu'elles ont baissé les taux d'intérêt pour mettre à disposition des prêts pour les banques qui se refinancent à taux zéro, voire même à taux négatif, de façon à ce que cet argent serve à relancer l'économie, soi-disant, par des prêts aux particuliers, par des prêts aux entreprises pour l'investissement, et pour faire basculer l'épargne vers le marché action. C'est pour ça que ces liquidités sont allées sur le marché action. Il n'y avait plus de grain à moudre sur le marché obligataire. Et d'ailleurs, bon, je passe un certain nombre de détails, mais là-dessus, il y aura des textes qui vont venir. Bon, je conclus sur ce point, on n'a pas le temps pour rentrer un peu dans le détail, mais on est au bord d'une crise financière qui peut se produire à tout moment. D'où l'actualité de notre proposition de démantèlement des marchés financiers. Proposition que personne ne fait, parce que, bien entendu, nous faisons cette proposition dans le cadre national. Nous ne disons pas « il faudrait que l'Union européenne fasse ceci ou cela », qu'elle ne fera jamais, qu'elle ne peut pas faire par construction, ou il faudrait que le FMI ou la Banque mondiale fassent ceci ou cela, qu'ils ne peuvent pas non plus faire par construction. Et donc le démantèlement des marchés financiers est évidemment parfaitement possible et ne peut s'opérer qu'à l'échelle nationale, c'est-à-dire couper les liens comme le livret A de la Caisse d'épargne. Le livret A de la Caisse d'épargne est un formidable exemple de circuit financier fermé, voilà, par la réglementation. Et il n'y a pas de crise du livret A de la Caisse d'épargne. Ça marche depuis 2 siècles, quasiment. Alors, voilà sur le plan international. Sur l'Union européenne, quelques mots, et puis je conclurai. Quelques mots, parce qu'il y a énormément de choses qu'il faudrait discuter, sur lesquelles il faudrait s'exprimer. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que l'expression du parti ne relève pas seulement de l'échelle nationale. Ça doit faire partie de l'action quotidienne des camarades dans les départements, qui ne doivent pas attendre qu'il y ait des textes ou des consignes nationales pour s'exprimer sur la multitude de dossiers politiques qui sont sur la table. Alors, à l'échelle de l'Union européenne, il y a quoi? Il y a la question catalane, qui est, j'en dis un petit mot, parce que là, il y aura 2 séances très intéressantes, je pense, qui vont nous apprendre beaucoup. Mais en un mot là-dessus, nous, on n'a pas vocation à prendre position pour les uns ou pour les autres, c'est pas notre sujet, on n'a pas d'enjeu. Mais ce qui doit nous intéresser, je pense, dans l'affaire catalane, c'est comment la question de l'identité
fait passer au second plan les enjeux démocratiques, environnementaux, sociaux. Parce que c'est ça qui se passe finalement. On ne parle plus en Catalogne des questions environnementales, des questions de démocratie. Le référendum a été une mascarade. Ça a été fait en dépit des règles démocratiques de base. Et puis, donc, on ne parle plus de questions sociales. Quel est le projet politique de la Catalogne? Quel est le rapport social entre les classes dominantes et les classes dominées qui est attendu d'une évolution? Bref, là, c'est intéressant parce qu'en France, c'est le Front National. Toute chose... on ne peut pas assimiler les indépendantistes catalans au Front National, mais c'est de l'identité dont ils parlent, les deux. Ils font leur miel des questions identitaires, et donc comprendre les mécanismes qui permettent de saisir les esprits, comme c'est le cas en Catalogne, avec ce qui se passe avec le FN autour de ces thèmes de l'identité nationale, pour nous c'est important de comprendre ces mécanismes-là. Bon, il y a ça, il y a le Brexit. Un mot sur le Brexit quand même, hein. Un mot sur le Brexit, parce que pour nous, c'est très très important, très intéressant de savoir comment ça évolue cette affaire-là, puisque c'est les premiers à demander à sortir de l'Union européenne. Ils ne sont pas encore sortis, hein, et peut-être qu'ils ne sortiront pas, hein, mais en tout cas, ce sont les premiers à avoir engagé un processus de sortie de l'Union européenne. Alors, il y a quelques leçons à tirer de cette affaire-là. Je donne d'abord un premier élément de réflexion, c'est que l'activation de l'article 50 du traité de Lisbonne, vous savez que dans le traité de Lisbonne, cet article numéro 50 décrit la procédure à respecter par un pays qui voudrait sortir de l'Union européenne. Les Britanniques ont activé l'article 50 qui engage une négociation qui doit durer 2 ans maximum. Et donc, logiquement, c'est le 30 mars 2019 que l'échéance arrive à son terme et que les Britanniques devraient sortir. Mais c'est le blocage total. Et il y avait le sommet européen la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, qui avait cette question à son agenda. Ils ont constaté le blocage. Le blocage, il y a 3 blocages. Premier blocage, c'est un blocage sur les sommes à payer, c'est-à-dire la rançon. C'est une rançon. L'Union européenne veut rançonner les Britanniques pour sortir, parce qu'ils demandent la participation au budget de l'Union européenne pendant la période où la Grande-Bretagne était membre de l'Union européenne, ce qui est logique, rien à dire, sauf que pour l'année 2019, ce sera une quote-part et pas la totalité du budget. Et puis pour la suite, ils demandent au-delà, c'est-à-dire ils demandent 60 milliards, entre 60 et 100 milliards d'euros, l'Union européenne. Les Britanniques ne sont prêts qu'à verser 20 milliards d'euros. Bon, on voit bien que si on met le doigt dans cet engrenage, on ne peut pas s'en sortir parce qu'il y aura toujours une surenchère et on ne se mettra jamais d'accord. Et puis, il y a d'autres aspects. Deuxième aspect, c'est les expatriés européens au Royaume-Uni et ceux du Royaume-Uni dans les pays de l'Union européenne. Et puis, le troisième problème, c'est la frontière de l'Irlande. Est-ce qu'il faut remettre en place des douanes? Bon, bref. Tout ça nous montre que il ne faut pas utiliser l'article 50. Et d'ailleurs, le débat en ce moment en Grande-Bretagne, on aurait pu penser que les gens se lasseraient et qu'ils en tireraient la conclusion qu'il
ne faut pas sortir finalement, c'est trop compliqué, ça traîne, etc. Or, ce n'est pas du tout ce qui semble se passer. Les sondages donnent 62% des personnes interrogées pensent qu'il faut sortir sans accord. No deal. Deal or no deal. C'est ça le débat actuellement au Royaume-Uni. Bah, nous, c'est ce qu'on avait dit, no deal, dès le départ. Hein. Non, on s'en va, point. Il y a des trucs à régler, mais ce n'est pas une négociation. On ne négocie pas la souveraineté nationale. On règle des problèmes techniques, point. C'est tout. Et puis le dernier point sur le Brexit qui est à noter, qui est très important, c'est la campagne de dénigrement permanente qui est menée en France sur la situation économique anglaise. Parce que ce qu'on veut nous faire rentrer dans la tête, c'est que depuis que les Britanniques ont voté, depuis qu'il y a ce processus de négociation, eh bien la situation économique britannique est très mauvaise. Et ben, évidemment, c'est pour faire peur à ceux qui voudraient suivre l'exemple britannique. Alors, je ne vais pas faire tout le détail, mais en gros, la situation britannique est meilleure, économique, est meilleure que ce qu'elle était avant, et elle est meilleure que la situation des pays de la zone euro. Je vous donne 2-3 chiffres. D'abord, sur la croissance économique. Je vous donne un chiffre juste pour voir les comparaisons. Alors, je disais tout à l'heure qu'à l'échelle mondiale, la croissance du PIB en 2017 serait de 3,6 et de 3,7 en 2018. Où en est le Royaume-Uni par rapport à ça? Il est à 1,7 en 2017 et à 1,5 en 2018. Il est donc sous la moyenne mondiale. Mais il n'est pas très loin de l'Allemagne, qui est à 2%. Il dépasse la France, qui n'a pas, à ma connaissance, engagé un processus de Frexit, pas encore. Et il est au même niveau que la zone euro. Et la zone euro, les pays de la zone euro n'ont pas décidé de sortir de la zone euro. Donc l'argument selon lequel ça nuit à la situation économique est faux. Ça n'est pas vrai sur ce critère. Et puis, si on regarde tous les autres critères, c'est à peu près pareil. La livre sterling, elle a perdu 20% par rapport aux autres devises, notamment l'euro. Depuis l'annonce du Brexit. Hein, et il y a un matraquage là-dessus. Pourquoi il y a ce matraquage? Parce que, on l'a dit, on l'a écrit, on a expliqué que pour sortir de l'euro, le passage au franc nécessiterait de dévaluer le franc. Or, les 20% de chute du prix de la livre sterling par rapport aux autres devises, ça s'appelle une dévaluation. C'est une dévaluation de fait. Et donc, toute la campagne qui est menée, c'est pour faire croire aux Français que si on sortait de l'euro, il faudrait dévaluer le franc, et que la dévaluation du franc apporte des conséquences catastrophiques, notamment sur les salaires. Mais pourquoi sur les salaires? Parce que ça renchérit le prix des biens importés. Mais en fait, les exportations britanniques ont augmenté, la production industrielle a augmenté, et l'emploi est à 4,3% au Royaume-Uni. 4,3%, la moitié du taux de la zone euro et du taux de chômage français. Alors attention aussi aux statistiques d'emploi, parce que l'emploi est considérablement dégradé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui domine, c'est la précarité, les contrats à durée le temps partiel non choisi, etc. Et donc ça pèse
ça gonfle les statistiques du chômage, et ça diminue les statistiques du chômage, et ça gonfle les statistiques d'emploi, mais ça pèse sur les salaires. C'est d'ailleurs le facteur principal, avec les politiques monétaires, de l'absence d'inflation. Parce que si les salaires ne montent pas quand le chômage baisse, c'est parce que le statut salarial a été atomisé. Bon, alors j'arrive presque à la fin. Encore un mot sur la Grèce. On ne peut pas ne pas dire un mot sur la Grèce. On a été en Grèce plusieurs fois, avec Joël en particulier. On est avec des camarades grecs dans la coordination européenne, la coordination européenne anti-euro, anti-Union européenne. Et donc la Grèce étant le laboratoire des politiques néolibérales en Europe, c'est-à-dire de voir jusqu'où on peut étrangler un peuple, parce que après ça donnera des idées pour faire la même chose ailleurs. On regarde les choses de près. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que dès septembre 2014, quand Syriza a publié son programme, le programme dit de Thessalonique, que nous avons analysé en détail, nous avons publié, nous avons rendu public nos analyses, nous avons compris dès ce moment-là que la politique menée par Syriza, si Syriza arrivait au pouvoir, il n'était pas encore au pouvoir, serait une politique d'alignement sur le système de l'Union européenne. Et donc, nous n'avons pas été surpris, contrairement à toute une série de gens qui ont encensé Syriza, la gauche au pouvoir, la gauche de gauche au pouvoir en Europe, etc. Mais enfin, ce sont des charlatans, tous ces gens-là. Parce qu'il suffisait de lire le programme de Thessalonique pour se rendre compte qu'à aucun moment, il n'avait la volonté ni la possibilité, ni ne se donnait pas la possibilité de changer quoi que ce soit. Alors, on nous a traité de tous les noms quand on a commencé à dire des choses sur Syriza, diviseur, etc. Mais aujourd'hui, on a la vérité des prix. Mais les choses étaient écrites dès le départ. Il n'y avait pas lieu d'être surpris. Alors, Syriza continue aujourd'hui au pouvoir à massacrer le peuple grec. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est cette information quand même ahurissante, mais qui ne peut pas non plus nous surprendre, c'est que les prêts accordés à la Grèce ont permis à la Banque Centrale Européenne de faire un profit de 7,8 milliards d'euros. C'est quand même hallucinant. 7,8 milliards d'euros gagnés sur les prêts accordés à la Grèce, qui est par ailleurs étranglée. Non seulement on les étrangle pour ça, en fait. Alors cette somme, quand même, il faudrait qu'on se remue là-dessus, parce que cette somme, ce n'est pas la Banque Centrale Européenne qui la récupère, c'est le système européen des banques centrales. C'est-à-dire qu'elle est répartie dans les banques centrales au prorata du capital des pays dans la Banque Centrale Européenne. Ce qui veut dire que l'Allemagne, par exemple, a gagné 1,7 milliard. La France, il faudrait connaître le chiffre, je n'ai pas cherché. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est d'exiger que le gouvernement français rétrocède à la Grèce les sommes qu'elle a gagnées sur les prêts. D'autant qu'on nous a dit que la France faisait un effort, un geste, un sacrifice quand elle a prêté en bilatéral à la Grèce. Mais non, le taux d'intérêt était de 5%, alors que la France emprunte à moins de 1%. C'est des choses inacceptables qui ne suscitent pas l'indignation des citoyens parce qu'on ne met pas assez en avant ces questions-là. Alors, je termine sur le CETA. Le CETA, l'accord avec le Canada. On en reparlera parce qu'on envisage là de faire des actions, une mobilisation sur ce sujet. Et je termine par un mot sur la situation
en France, pas sur le plan économique. J'ai donné les chiffres principaux. En économie, la situation est claire, le chômage va rester massif, il n'y aura pas d'amélioration de la situation de l'emploi, au contraire, ça va baisser. Dans le secteur non marchand, ça va baisser parce que les embauches de fonctionnaires sont bloquées et les emplois qu'on appelle les emplois aidés, mais ce sont des emplois non marchands hors les 3 fonctions publiques, comme ils sont annulés, pour l'instant, c'est pas sûr que ça... Là, il y a un sujet de lutte qui peut être très sensible pour la population. Ça va baisser. Et dans le secteur marchand, ça va baisser aussi parce qu'il y a les politiques d'austérité modérées, disons, qui continuent, mais quand même d'austérité, et la pression sur les salaires qui continue. Donc ça ne va pas bouger. Sur le plan politique, c'est là-dessus que je veux terminer en un mot. Sur le plan politique, nous avons un président qui est élu avec un manque de légitimité flagrant. C'est 15% des gens qui ont voté pour lui. 15% du corps électoral. Et donc, nous avons un personnage totalement fabriqué par les classes dirigeantes, issu des classes dominantes, notamment des finances, des marchés financiers, et qui a trouvé une synthèse politique qui a permis de prendre le relais de l'essoufflement des 2 pouvoirs successifs que nous avons connus, celui de la droite avec Sarkozy et celui de la gauche avec Hollande. Il a fait une synthèse de ça, il a eu énormément de financement pour faire sa campagne, ça a marché. Ça a marché, mais on le voit dans des conditions extrêmement précaires pour lui, il n'a pas de légitimité, même si légalement il est élu. Et donc c'est très difficile pour lui, ça va être très difficile. D'ailleurs on voit après plus de 100 jours combien il a perdu de crédit dans la société, dans les classes populaires d'abord, et il est aujourd'hui en grande difficulté. Ça ne l'empêche pas d'avoir réussi à faire passer la loi travail, et on sent que derrière ça va suivre dans les multiples projets en cours, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur le logement, sur la réforme de l'État, sur les territoires. Bref, il y a de la loi, des ordonnances sur le travail. La mobilisation n'est pas à la hauteur pour bloquer les choses. Alors, est-ce qu'une opposition peut apparaître? Alors, une opposition, il y a aujourd'hui, face à Macron, un paysage segmenté. Il y a la reconstruction du PS. Ils ont du mal. Pour l'instant, ça ne débouche pas. Et ça ne donnera de toute façon rien. Là aussi, on connaît déjà la suite de l'histoire. Dès lors qu'ils ne cherchent pas, les socialistes, à modifier le logiciel idéologique et politique sur lequel ils fonctionnent depuis le tournant de la rigueur de 82-83, ils ne pourront pas s'en sortir. Donc, on connaît la suite. Il ne faut pas d'alliance avec ces gens-là. Il faut qu'ils disparaissent le plus vite possible. Et puis, il y a les amonistes et autres dissidents, on les appelle comme on veut, débris, plutôt les débris du Parti socialiste. Bon, c'est pour jouer, parce que on voit pas très bien ce qu'ils ont de particulier à dire. Donc, on regarde ça comme ça, parce que quand on n'a rien d'autre à faire, c'est pas avec eux qu'on pourra avoir une opposition qui soit capable de faire front aux politiques de Macron. À droite, c'est intéressant ce qui est en train de se passer, parce qu'il y en a qui
se sont réjouis trop vite. Hein. Ils pensaient que la droite allait définitivement exploser. Macron avait fait exploser la droite, il avait récupéré les morceaux, mais ce n'est pas le cas, pas du tout. Parce que ce qui est en train de se faire aux Républicains, à LR, les Républicains, avec l'élection de Laurent Wauquiez, c'est la reconstitution de la droite qui va retrouver son lit tranquillement et qui va se positionner sur une position très droitière, dans le sens où, logiquement, ce que veut faire Wauquiez, c'est contester le FN sur ses terres, c'est-à-dire récupérer une partie de l'électorat de droite qui est allé au FN, notamment sur la question identitaire, sur l'immigration, sur la sécurité. Et donc, là, ça va cogner. Il a commencé, c'est une crapule, Wauquiez. Il faut être conscient qu'il est peut-être pire que Sarkozy. Vous avez peut-être entendu ce commentaire à la télé, moi je n'en revenais pas, quand il dit, oui, maintenant, quand il y a un chômeur qui arrive à Pôle emploi, on lui dit, bon, monsieur, vous avez travaillé dur, là, ces dernières années, prenez un peu de repos. Voilà, ne reprenez pas un emploi tout de suite. Enfin, c'est incroyable de dire des choses comme ça. D'abord, c'est un mépris pour les chômeurs, pour les travailleurs. C'est une méconnaissance totale de la souffrance des salariés de Pôle emploi qui se désespèrent parce qu'il manque de moyens, parce qu'il n'y a pas d'emploi à proposer aux gens. Donc, on voit quand un individu est capable de sortir des trucs comme ça, à quel point on est descendu. Donc, c'est la vraie opposition. C'est la vraie opposition. Les autres, c'est quoi? Les autres, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste, si vous suivez l'UMA, moi j'achète l'UMA tous les jours, je ne m'en lasse pas. Oui, c'est vraiment extraordinaire. J'espère qu'il te donne un tarif particulier après tant d'années. Mais ce que l'on voit, c'est que le Parti communiste reste, d'abord il veut se refonder pour la énième fois, mais avec le même logiciel. Avec le même logiciel. C'est-à-dire ça porte seulement sur des formes d'organisation. Tout le blabla autour de l'horizontalité contre la verticalité et une nouvelle union de la gauche. Mais le schéma politique depuis la Seconde Guerre mondiale, qui était à gauche, la question principale, c'était l'union de la gauche entre PC et PS. Mais tout ce qui a fondé le logiciel de gauche depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est fini. Ce serait quoi aujourd'hui l'union de la gauche? Ce serait quoi si on fait l'inventaire de ceux qui se classent à gauche? Il y a le Parti communiste, il y a les Verts, maintenant, qui, selon bon, ça ne les gêne pas d'être à gauche quand il faut. Bon. Il y a le PS, il y a les amonistes et les autres débris. Il n'y a pas la France insoumise, pas tout à fait, bien que certains disent oui, on est à gauche, Mélenchon dit non, on n'est pas à gauche, on dépasse. Bon. Mais vous avez fait une union entre tous ces gens-là, qui sont d'accord sur l'essentiel d'ailleurs. Hein. Il se passe quoi? Il se passe rien. Enfin, on peut pas. La même chose, ça va reproduire. Alors, le Front National, autre possibilité d'opposition. Le Front National se présente, voulait se présenter comme l'opposition principale. Mais le Front National ne s'est pas remis de l'échec de Marine Le Pen. Ils ont beaucoup de mal à digérer cette affaire-là. Marine Le Pen n'est pas revenue dans le circuit. Les médias n'arrivent pas à la remettre en jeu parce qu'elle-même, elle patine, hein, elle n'y arrive pas. Le départ de Philippot n'a rien donné, il ne s'est rien passé du tout.
Philippot est parti tout seul, il n'est pas parti avec des fédérations entières, des centaines de militants. Et Philippot, il a toujours dit qu'il était d'accord avec le Front National, c'est-à-dire d'accord avec le racisme du Front National. Philippot n'est pas un interlocuteur pour nous, c'est un adversaire. Il est sorti du FN sur la question de l'euro, mais il est d'accord sur tout le reste, il l'a dit à plusieurs reprises. Donc c'est pas quelqu'un avec lequel on peut faire quoi que ce soit. Et il reste la France insoumise et Mélenchon. Alors, nous, je veux terminer là-dessus en un mot, parce qu'il y a un atelier, mais ce que l'on peut observer, c'est que nous n'avons pas appelé à voter Mélenchon à la présidentielle, vous vous rappelez, parce qu'on a fait une analyse extrêmement pointue, détaillée, scrupuleuse du programme de Mélenchon en 2017. Et je vous invite à le relire. Et nous avons conclu que Mélenchon, son programme, ne permettait aucunement de changer quoi que ce soit. Les aspects positifs qui existent dans son programme, la plupart d'entre eux ne peuvent pas être mis en œuvre sans sortir de l'euro et de l'Union européenne. Et sur les grandes questions stratégiques, le programme de la France insoumise ne s'attaque pas aux vrais problèmes, c'est-à-dire à la mondialisation néolibérale, au libre-échange, aux véritables enjeux environnementaux, au développement de la production industrielle, à l'emploi, à la protection sociale, à l'Union européenne, à la nécessité de desserrer et de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Alors, on s'est aperçu, et je donnerai 3 exemples là de l'actualité récente, qu'en fait, Mélenchon a réussi une synthèse intelligente de la situation. C'est-à-dire, il a réussi à capter des courants, des idées, pour en faire, disons, une perspective autour de sa personne. Les études électorales sont très intéressantes à cet égard, parce qu'elles montrent que l'électorat Mélenchon à la présidentielle et France insoumise aux législatives sont un véritable melting pot. Les meilleurs scores sont dans les zones communistes, sont dans les zones anciennement de maquis de résistants. Il y a des corrélations qui ont été faites qui sont très intéressantes. Et c'est un peu logique quelque part, puisque Mélenchon, dans sa rhétorique, a invoqué régulièrement le Conseil national de la résistance. Et donc il a eu de très beaux succès dans les zones de maquis historiques et dans les zones d'influence communiste. Et en même temps, il a eu des bons résultats dans les zones de zadistes, chez les zadistes, à Notre-Dame-des-Landes, en Alsace, du côté de Grenoble, etc. Mais c'est mélanger l'eau et le feu, parce que sur le plan de la perspective politique, sur le plan de l'idéologie, ces deux publics ne sont pas du tout les mêmes. Alors c'est brillant d'avoir réussi à capter, disons, ces courants aussi dissemblables, mais ça veut dire que la France insoumise, dans une perspective longue, ne peut qu'exploser. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'elle ne tient que par la personnalité de Mélenchon. Et Mélenchon, d'abord, n'est pas éternel, mais, disons, sur le plan idéologique, il n'y a aucun effort qui est entrepris pour amalgamer ces différents publics, pour en faire un creuset idéologique permettant d'aller au-delà. Alors, je termine sur les 3 exemples pour montrer que, en fait, l'habileté de Mélenchon, c'est ce que l'on peut qualifier, qu'on avait déjà identifié, il y a une forme mélenchonienne d'écriture et d'expression orale, qui est un embellissement littéraire permanent. C'est-à-dire que on va prendre 3 exemples, là, de l'actualité, et je termine là-dessus. Le premier exemple, c'est l'affaire des cravates. L'affaire des cravates à l'Assemblée nationale.
vous avez peut-être suivi ça, ça a fait un petit buzz. Ça paraît... quels sont les faits? Les députés de la France insoumise, le premier jour de leur présence à l'Assemblée nationale, viennent sans cravate. Ils viennent sans cravate au motif de se distinguer et de montrer que ce sont des gens du peuple. Et que les gens du peuple ne mettent pas de cravate. Mais, je veux dire, d'abord, le premier geste, quand ils entrent à l'Assemblée nationale, est un geste dérisoire. C'est une diversion. Parce que d'abord, si vous regardez les photos prenez les photos des manifestations de 1968, syndicales, les manifestations syndicales. Les mecs, les photos de la grève de Renault. Les mecs, y compris les immigrés, ils sont en cravate. Ils sont en cravate. Les prolos sont en cravate. C'est-à-dire, croire que ça fait peuple de ne pas mettre de cravate, c'est un mépris du peuple. Premièrement. Deuxièmement, ça a été très mal vécu par des tas de gens qui se sont dit c'est quand même l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Et il faut se conformer à un certain rite. Et le fait de ne pas mettre la cravate, c'est une forme de dénigrement ou de, de légèreté par rapport à l'institution. Bref, un message totalement contre-productif, totalement raté. Entrer à l'Assemblée nationale le premier jour aurait mérité un geste politique, pas une anecdote comme celle-là. Deuxièmement, le drapeau européen, l'affaire du drapeau européen. Vous avez peut-être suivi ça, ça fait tout un bins, puisque Mélenchon, au nom du groupe parlementaire France Insoumise, a demandé de ramener le drapeau européen de l'Assemblée nationale, de l'enlever, de mettre à la place le drapeau de l'ONU. Au motif que c'est le bleu marial, c'est ça, comme ça, voilà. C'est la Sainte Vierge, machin truc, et le fait que ça n'est pas conforme à la laïcité. Mais là, on est dans l'absurde total, parce que, oui, bien sûr qu'il faut éliminer le drapeau européen. Il aurait même fallu que Mélenchon grimpe au poteau pour le décrocher. Là, ça aurait eu de la gueule. Mais, en fait, l'argument, c'était quoi? C'est que, en laissant le drapeau européen flotter au-dessus de l'Assemblée nationale, c'était l'acceptation de la soumission, pour des insoumis, de la soumission à l'ordre eurolibéral. Parce que le Parlement français, on le sait, ne vote que 20% des lois. Les 80% sont des transpositions de directives européennes. C'est ça qu'il fallait dire. Il ne l'a pas fait pour rester comme d'habitude dans les effets de manche. Et puis le troisième truc là qui vient de sortir, c'est cette proposition, d'ailleurs qui reprend ce qu'a proposé Macron, pour les prochaines élections européennes, ce sont des listes transnationales. Des listes transnationales. Mais attendez, essayons de creuser cette affaire-là. Essayons de creuser cette affaire-là. Des listes transnationales, ça veut dire qu'il y a un peuple européen. Et que ce peuple européen va désigner des représentants à partir de ces listes transnationales. Ça veut dire que l'on accepte tout le système européen. C'est ça que ça veut dire, pour une nouvelle fois. Bon, il faut qu'on s'exprime sur ces questions-là. Pour résumer, la question politique aujourd'hui, elle est fermée. Il n'y a pas de perspective politique aujourd'hui. Une perspective politique peut naître de lutte sociale, enfin une perspective. Les changements politiques peuvent naître de lutte sociale, d'où la nécessité de nous impliquer dans les luttes sociales, pas seulement pour cette raison, mais aussi pour cette raison, mais aussi par un travail patient qui est le nôtre, de développement de notre courant d'idées,
pour, dans la durée, travailler les esprits, clarifier ce qui doit l'être et nous renforcer. Voilà, j'en ai terminé. Merci.